Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'information en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au sommaire ce soir, évidemment, le confinement, la fermeture des écoles, la région sud qui bascule comme tout le pays. Nous verrons notamment dans le Var que les annulations arrivent dans les hôtels. Très compliqué pour le secteur de la restauration aussi qui n'a pas véritablement de cap. Ce sera dès le début de ce Grand Direct. Dans les premières minutes, invité ensuite Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. On viendra avec lui sur le débat houleux qui a eu lieu tout à l'heure à l'Assemblée nationale et il nous parlera lui aussi de l'application de ces mesures. Enfin, le secteur de la culture y voit un tout petit peu plus clair. Un cap a été fixé. On devrait rouvrir une partie des lieux culturels à partir de la mi-mai. C'est la directrice du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz, qui sera notre invitée. Pour en parler, voilà une partie du programme, beaucoup de reportages également dans ce Grand Direct. Bonsoir mon cher Éric. Bonsoir mon cher Nicolas. On va commencer avec l'une des actualités du jour et les annonces du président Macron, la fermeture des écoles. On en a largement disserté hier dans notre édition spéciale. Mais évidemment, nous sommes allés devant les écoles de notre région ce matin pour recueillir le sentiment des parents, des lycéens, également des syndicats enseignants, notamment dans les Bouches-du-Rhône à La Ciotat. Voyez ce reportage signé Yantel Criado. C'est l'avant-dernière fois qu'ils déposent leurs enfants à l'école ce jeudi matin, avant la fermeture des établissements scolaires pour au moins 3 semaines. Les parents d'élèves sont désormais fixés depuis les annonces du président Macron. Dès lundi, ils devront garder leurs enfants à la maison et assurer une semaine de cours à distance. Un vrai casse-tête à organiser pour beaucoup de familles. Avec le télétravail, c'est pas évident, on va dire, de leur consacrer le temps nécessaire. J'ai 3 enfants, j'en ai un qui est au collège, qui devait passer le brevet blanc, donc c'est ennuyeux. Moi, avec 5 enfants, c'est pas facile. Voilà, j'ai 2 petites à la maternelle, le grand qui est en primaire et la grande qui est au collège en 3e qui va passer son brevet. Surtout qu'elle doit rentrer à partir du 5 mai. Ils font comment les enfants ? Mais dans cette école primaire de La Ciotat, par crainte du virus, certains parents sont plutôt soulagés de savoir leur enfant à la maison. Déjà dans l'école où on est, vu tous les cas qu'il y a et tout, je pense que c'est un peu une protection aussi. Les enfants sont protégés au moins à la maison. Nous après c'est l'organisation qui est un peu compliquée mais on commence à avoir l'habitude. Même s'ils sont rodés, les parents s'inquiètent pour le niveau scolaire des enfants. Déjà, on rate un jour d'école, on est un petit peu en retard. Alors, si on rate une semaine, même en faisant les cours à la maison, nous, c'est pas 1 heure à la maison ou 2 heures qu'on va les faire travailler, ça va être l'équivalent d'une journée. Donc. Même constat du côté des lycéens, beaucoup préfèrent suivre les cours en présentiel. C'est le cas de Roxane et Eva qui préparent leur bac de français. Pas facile de se concentrer à la maison. Avec les cours en visio et tout, on n'est pas concentré, c'est pas du tout pareil, on peut pas poser de questions si on comprend pas, on manque des cours et tout, donc... C'est trop compliqué. J'ai plus du tout la moyenne en français et tout, c'est galère. Moi je préfère venir au lycée parce que même s'il n'y a plus rien, ça nous emmène quand même à une vie sociale. Les enseignants ont alors moins de 2 jours pour préparer leur programme d'enseignement à distance. Pour ce représentant de syndicat, ce sera une nouvelle fois de l'improvisation. La semaine de cours à distance va à nouveau être improvisée parce que rien n'a été prévu. L'éducation nationale n'a pas appris de la crise de l'an dernier. Et donc nous allons devoir bricoler comme nous l'avons fait l'an dernier. Mais surtout ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'après 2 années scolaires hachées à cause de la pandémie, les élèves ont accumulé des retards, des carences et il faudrait mettre en œuvre pour la rentrée prochaine un grand plan de rattrapage, ce qui supposerait de renoncer aux suppressions de postes qui sont toujours maintenues, alors que nous avons une augmentation démographique dans les collèges et les lycées. Les écoles fermeront leurs portes dès vendredi soir. Alors Éric, on a vu ce syndicaliste dire que l'éducation nationale n'avait pas tiré les leçons, que rien n'était prêt pour le travail en distanciel. C'est pas vraiment la version du recteur de l'académie de Nice. Alors là, on était dans l'académie d'Aix-Marseille, l'académie de Nice qui gère le Var et les Alpes-Maritimes. 1404 établissements, très exactement, des écoles au lycée vont fermer ce vendredi. Mais pour Richard Lagagné, eh bien, les familles sont équipées, les collectivités se sont mises à participer aussi à l'effort et l'éducation nationale sera au rendez-vous.
Nous avons eu le concours des collectivités territoriales pour pouvoir mieux faire que ce qu'on a pu faire il y a un an. Il se trouve qu'on a pu doter tous nos lycéens et tous nos professeurs en lycée de tablettes. En collège également, les conseils départementaux se sont mobilisés pour pouvoir venir en appui, et en particulier des élèves les plus fragiles. Et donc on a à disposition les équipements nécessaires pour pouvoir s'assurer du lien entre professeurs, élèves, professeurs et familles. Nous avons également mené plusieurs campagnes de formation de nos personnels aux outils du numérique et aux pratiques pédagogiques adaptées par rapport à l'usage du numérique. Et donc, de fait, nous sommes globalement, notre système est plus performant, plus résilient par rapport à l'enjeu de la mise à distance et de l'enseignement à distance. Et nous serons bien évidemment au rendez-vous. L'éducation nationale sera au rendez-vous, en tout cas dans l'académie de Nice, selon le recteur. Oui, tant mieux si c'est le cas. Il n'y a aucune raison de ne pas croire le recteur. On a pourtant entendu beaucoup de représentants de parents d'élèves, de syndicats de professeurs expliquer qu'on n'avait pas tiré les leçons du premier confinement du mois de mars. On verra là aussi, c'est un peu comme pour le confinement mixte sur l'intégralité du territoire, on verra les résultats. On verra si tous les enfants ont pu se brancher, se connecter pour avoir leur cours à distance. Mais c'est vrai que c'est quand même une crainte importante. Alors dès mardi, on sera évidemment auprès des familles. Mardi, puisque lundi est un jour férié, donc pas d'école y compris école à la maison. Donc mardi, on reviendra très largement là-dessus, évidemment, dans nos différentes éditions et dans cette émission. Autre vrai sujet d'inquiétude, le secteur de l'hôtellerie dans nos 3 départements, très touristiques. Certes, le week-end de Pâques n'est pas vraiment amputé parce qu'on pourra se déplacer, mais les vacances scolaires derrière, on ne pourra pas, a priori, partir en vacances. Nous sommes ce soir avec Jean-Pierre Guiribelli, qui est le président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie dans le Var. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a titré, nous, annulation en cascade, parce que les remontées qu'on a dans nos 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes sont pas très optimistes. Est-ce que vous nous confirmez qu'on annule beaucoup en ce moment dans les hôtels, par exemple ? Oui, effectivement, nous avons un carnet de réservation qui s'est effacé totalement, pratiquement, parce qu'avec les vacances de Pâques, pour nous, les vacances de Pâques, dans cette région en général et ce département en particulier, c'est très important parce que les clients viennent nous rendre visite et ils font leur choix pour l'été. Et puis en plus de ça, c'est d'excellents taux d'occupation et des chiffres d'affaires importants. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'annulations. Il y a encore quelques réservations qui sont maintenues, mais avec l'accord que nous avons pris avec les services de l'État de rembourser en cas d'épidémie ou de confinement, le client, pour l'instant, a gardé quelques réservations, sachant qu'il ne risque rien. Il sera remboursé, ce qui va être le cas, hélas. Voilà. Donc, y compris pour le week-end de Pâques, puisqu'on a une forme de semi-liberté quand même pour le week-end de Pâques, mais même là, les touristes ont préféré annuler. Hélas, oui. Hélas, ils ont préféré annuler, ouais. Alors, on va rentrer dans le détail tout à l'heure avec David Cosette, qui est hôtelier à Hyères. Une autre question, Jean-Pierre Guiribelli, sur les restaurants. Parce qu'hier, on a cru comprendre qu'à la mi-mai, on en parlera plus tard, partie des lieux culturels pourront rouvrir. Mais si je ne m'abuse, on n'a pas vraiment de vrai cap pour les restaurants. Et ça, c'est l'autre combat important pour vous. Vous savez, depuis le début, c'est une certaine débâcle qu'on vit. On n'a jamais de précision, on n'a pas de visibilité, y compris pour nos plans d'action, etc., pour se remettre en ordre de marche. Parce que vous savez, quand on va ouvrir, on a demandé en tous les cas au service de l'État de nous prévenir 3 semaines avant, parce que nous avons du personnel à engager. La ministre du Travail ne nous autorise pas, nous dit non, il ne faut pas engager les gens parce qu'ils n'auront pas au chômage partiel si vous n'ouvrez pas. Donc on a nos professionnels, nos salariés engagés, on ne peut pas le faire. Notre matériel aussi à restructurer, nos investissements à faire. C'est une saison qui va être compliquée. Il va y avoir un afflux important comme l'an dernier certainement, mais on sera en difficulté au niveau des salariés et au niveau de nos établissements
établissements. Alors ces terrasses, on espère effectivement qu'elles seront ouvertes le plus rapidement possible. Depuis qu'on le demande, il y a longtemps qu'on devrait être ouvert d'ailleurs, et ça nous reste quand même en travers. Et on est toujours, c'est nous là, qui sommes toujours stigmatisés, on en a vraiment marre. Nos professionnels en ont marre, ils veulent sortir de tout ça. Alors il faut maintenant prendre des décisions et nous donner une date d'ouverture. On comprend tout à fait les soucis de la maladie. Il y a l'économie, il y a la maladie, mais nos professionnels sont vraiment à bout, ils ne peuvent pas. Et puis, vous savez, la fin du confinement, elle ne va pas sonner comme ça, elle ne va pas sonner la fin de l'épidémie. Donc, il faut nous mettre au boulot. Elle sera toujours présente, peut-être, cette épidémie moins virulente, mais on doit la réussir. On doit réussir le déconfinement, mais rapidement. Et apprendre à vivre avec le virus, c'est un des messages aussi que véhiculent beaucoup les restaurateurs. Éric Revel a une question pour vous. Oui, Jean-Pierre Géribelli, comment est-ce que vous faites pour entretenir l'outil de production, un hôtel, un restaurant il faut veiller à ce que les façades, tout soit en l'état. Vous avez donc des coûts de structure fixes, et en face, vous avez zéro financement, parce que vous avez zéro recette. Bien entendu. L'accompagnement, je ne dirais pas les aides, mais l'accompagnement que nous avons ne suffit pas malheureusement pour les frais fixes et en plus pour la remise en état de nos structures qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Il faut qu'on travaille dans nos établissements en permanence pour tout remettre en état, et y compris de garder psychologiquement avec nos salariés un constant discours, un dialogue, parce que vous savez maintenant ils en ont marre, ils ne savent plus quand ils vont retravailler, enfin c'est très difficile, il faut garder le contact, et surtout je recommande à tous les professionnels de faire former leurs salariés qu'ils ont à l'année. On a une période difficile, mais il faut en profiter. Puisqu'on est à l'arrêt, formons nos personnels, établissons des dialogues avec eux, parce que quand on va ouvrir, il va y avoir du monde. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier, et cette année, nous allons être en grande difficulté parce que nous ne pouvons pas engager nos saisonniers. Et alors, ça va être sacrément compliqué parce qu'habituellement, on prend nos saisonniers un peu avant pour les former, pour qu'ils fassent connaissance avec les structures, qu'on les accompagne, bien entendu. Il faut qu'on ait une qualité, il faut assurer la qualité pour que nos clients reviennent, il faut les fidéliser. Alors, il faut même profiter, effectivement, que ces visiteurs français en majorité nous rendent visite. D'ailleurs, on leur rend hommage, ils nous ont sauvé notre saison l'an dernier. Et il faut peut-être choisir, faire un choix. Cette opportunité de service, on doit la donner de manière à les fidéliser. Peut-être qu'ils reviendront, même certains week-ends, ils nous accompagneront de manière à ce qu'on soit moins dans un état de saisonnalité permanente comme on le vit. Et puis, il y a le télétravail aussi, qui amène des gens qui ont fait des locations. Tout ça, ça va nous amener des gens, ça va nous amener du monde. On a bon espoir de travailler, mais on veut se mettre au boulot. Et on veut pouvoir engager nos saisonniers. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Géribelli, président de l'UMI dans le Var. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. On va rejoindre dans un instant David Cosette, qui est déjà là, hôtelier à hier. Juste une réaction, Éric, là-dessus. C'est ce qu'attendent tous les professionnels, commerçants, hôteliers, restaurateurs qui sont fermés. Un cap, ça sera la question qu'on posera aussi tout à l'heure à Muriette Mayet-Holtz, si elle voit la mimer comme le Graal. Oui, alors bon, on a entendu le président de la République fixer cet horizon hier soir, la mi-mai pour la réouverture de terrasses, pour les restaurants, de lieux culturels. Maintenant, encore une fois, c'est bien de fixer un horizon, mais personne ne sait exactement si cet horizon, ce sera le point de départ de la réouverture des commerces, des restaurants et des hôtels, puisque par définition, on ne connaît pas bien l'évolution de l'épidémie, même si on peut imaginer qu'elle sera contrecarrée par une vaccination massive. Donc il faut comprendre évidemment ces personnels. Il y a l'aspect financier qu'on soulevait avec le président de l'UMH 83, puis il y a aussi tout l'aspect psychologique, c'est vrai, on ne pense pas, mais regardez tous ces gens qui ne travaillaient plus depuis des mois et des mois et des mois, qui sont chez eux, et c'est pas seulement le fait de toucher le chômage partiel, c'est aussi le fait d'avoir sa tête occupée à quelque chose, ses mains occupées à quelque chose, et depuis des mois, il y a une violence terrible, quoi. Et les professionnels de santé en parlent de plus en plus d'ailleurs. Bonsoir David Cosette, merci d'être avec nous en direct
direct ce soir sur les antennes d'Azur TV, hôtelier à hier. On vous avait eu l'année dernière à peu près à la même période. Je voudrais qu'on regarde ensemble la petite vidéo que vous avez postée, non sans humour, et c'est plutôt louable d'en avoir dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous résumez très bien la situation et ce qui vous arrive. On en parle juste après. On regarde ensemble. Salut les amis, j'ai le grand plaisir de vous annoncer officiellement l'ouverture de l'Hôtel Bord aujourd'hui. Et j'ai le regret aussi de vous annoncer la fermeture de l'Hôtel Bord après-demain. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Les décisions gouvernementales, le confinement partout. Donc on était prêts, vous voyez, pour accueillir tout le monde. Les premiers clients vont arriver aujourd'hui et ce sera seulement pour 2 jours jusqu'à ce week-end. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, être le roi du timing. L'année dernière, on avait ouvert le 11, on avait fermé le 15, on avait fait 4 jours. Et là, on va faire plus fort. Record battu, on va ouvrir seulement 3 jours. La perf, elle est quand même là, je suis désolé. Bon, c'est dommage parce qu'on avait investi cet hiver, parce que nous, on est optimistes de nature. Attention, hein. Donc cet hiver, on avait agrandi la pergola pour recevoir nos clients hors saison également. On a investi parce qu'on s'est dit, le vaccin va arriver au printemps, c'est bon, tout le monde sort. Ben non, pas du tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout le mobilier, hop, sous la pergola, rideau, et on se retrouve quand? Cet été, ou pas. Voilà, alors vous en plaisantez, vous souriez, mais vous dites des choses qui sont quand même édifiantes et vraies, surtout qu'on rappelle que l'année dernière, c'était l'ouverture tout court de l'établissement. Hein. C'était pas une saison que vous redémarriez, c'était vraiment l'ouverture de l'hôtel. Oui, il paraît que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Donc je pense que là, on est dedans. Effectivement, l'année dernière, on en avait parlé, c'était au mois de mars. C'était à l'issue d'un processus qui avait été très long. Ça a duré 2 ans entre les banques, les avocats pour acheter cet hôtel. Et au moment où on se lance, début mars, on est au taquet, plein d'espoir et on ferme 4 jours après. Donc à l'époque, c'est un énorme coup sur la tête. On a eu ensuite, donc c'est chômage partiel, on a eu ensuite un deuxième chômage partiel pour toute l'équipe à la Toussaint, au 1er novembre, avec le nouveau confinement, alors que moi, toute l'équipe était sous contrat jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais déjà, on relativise beaucoup plus, c'est terrible de dire ça, mais on finit par s'habituer à tout. Et c'est pour ça que cette fois-ci, ça finit par me faire rigoler. Alors je ris jaune, hein, évidemment, mais il n'y a plus que ça, parce que de revivre les choses inlassablement, le côté un jour sans fin, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre qu'il vaut mieux en rire plutôt que d'en pleurer, non? Alors, sur les chiffres, combien vous faites vivre de salariés, entre guillemets, et est-ce que vous avez vu, entre hier soir et ce soir, les réservations s'annuler en cascade? On imagine que oui. Oui, on a 12 salariés en ce moment, on en a une vingtaine en très haute saison l'été. Moi, je les ai sous contrat depuis le début du mois de mars, qui est la période d'ouverture habituelle. Et donc, ils sont embauchés, mais au chômage partiel sur tout le mois de mars, et ils devaient commencer à travailler effectivement au 1er avril. Donc, ils vont avoir 4 jours que moi, je prends en charge. Et puis, pour le reste, à partir du début de la semaine prochaine, ce sera une nouvelle fois du chômage partiel. Avec l'annonce qu'il y a eu hier, oui, il y a eu pas mal de désistements sur la semaine prochaine. Et les gens qui n'ont pas appelé pour annuler, on les a appelés, nous, pour dire désolé, mais on est obligé de fermer. Donc, on va rester quand même ouvert ce week-end. Et malgré ça, on a quand même quelques coups de fil de gens qui continuent d'appeler pour un peu plus tard, pour le mois de juin, pour l'été, heureusement. David Cosette, on parle bien sûr des amortisseurs sociaux et le chômage partiel en est un pour les salariés, pour ceux qui ont la chance d'être salariés. Mais on évoque aussi de plus en plus l'état psychologique de ceux qui ne travaillent pas. Dans quel état psychologique est votre équipe aujourd'hui ? Mon chef, il était effondré hier soir. Mon barman aussi. Il y avait une bonne partie de l'équipe. Je sentais qu'ils avaient vraiment pris un coup sur la tête. Après, c'est mon rôle à moi. Si moi, je suis pas optimiste, si je dis pas à tout le monde, c'est pas grave, les gars, on n'est pas un mois après maintenant.
si moi je le fais pas, tout le monde va tomber en déprime, en dépression, et c'est pas le but. Donc il faut réussir à relativiser. C'est vrai qu'on a les aides de l'État pour pas juste mourir économiquement, hein. Donc on est toujours en vie, et finalement on n'est plus à un mois après. Voilà, c'était mon discours, et moi ça a été de leur dire, écoutez, l'été dernier on a finalement ouvert début juin, on a fait quand même un bel été parce que tous les Français qui pouvaient pas sortir du territoire, il y en a beaucoup qui étaient chez nous, on a bien travaillé, on va espérer faire la même chose cette année. Bon, au bout d'un moment, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps parce qu'on va finir par se jeter à l'eau, c'est sûr. Ouais, mais non, et essayez d'éviter quand même, David. Bon courage à vous. On vous souhaite le plus bel été possible, ainsi qu'à tous les hôteliers, restaurateurs et professionnels du tourisme de notre région. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Avant de vous faire écouter, Eric, les réactions des élus, on en avait beaucoup parlé hier, un dernier mot là-dessus, sur l'été. Pas d'autre choix que de se tourner vers le mois de juin, les mois de juin, juillet, août. Et là, il va falloir vraiment beaucoup travailler pour les professionnels. Oui, alors je pense que tout le monde s'accroche à cet espoir d'avoir un été quasi normal, les professionnels, mais aussi les gens qui ont envie de partir en vacances après cette année fatigante moralement. Maintenant, comme le disait tout à l'heure l'un de nos invités, Nicolas, un restaurant, un hôtel, ça ne s'ouvre pas sur un claquement de doigts, donc il faut plusieurs semaines. Je crois que le chiffre de 3 semaines a été cité tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va falloir aussi que le gouvernement, dès l'instant où il sera sûr de sa date ou de ses dates, puisse le dire suffisamment en amont pour que les professionnels puissent s'organiser. Sinon, s'il n'y a pas d'organisation, il pourrait y avoir des réservations, mais si les hôtels et les restaurants ne sont pas prêts, ce ne sera pas bon pour le chiffre d'affaires de ces commerçants. La politique, à présent évidemment, les élus vont devoir gérer eux aussi la gestion de cette crise sanitaire et de ces nouvelles mesures qui rentrent en vigueur. On va rester d'ailleurs dans le Var, département où les élus réclamaient pour beaucoup des mesures plus radicales que celles qui ont été prises. Thomas Bernabé en a rencontré certains ce matin justement pour recueillir leurs réactions. Le Var, comme tous les départements de France, sera confiné dès ce samedi. Une mesure qui vise à enrayer la montée de l'épidémie sur le territoire. Comment les maires des petites communes du département ont réagi à la nouvelle? Est-ce qu'ils s'attendaient à de telles mesures de freinage? Nous avons pu poser la question à certains ce matin. Les chiffres étaient mauvais depuis quelque temps. L'occupation au niveau des urgences, de la réanimation était particulièrement élevée. Donc je peux comprendre certains départements du sud-ouest notamment qui ont peu impacté, qui ont des taux d'incidence très faibles. Ce n'est pas notre cas, on est touché aussi. Il ne faut pas croire que parce qu'on est à la Farley d'Assolèsement, on est protégé par une barrière par rapport à la métropole toulonnaise. Non, on respire le même air, on croise les mêmes personnes. Qui fait la nature du virus, le variant anglais, qui est extrêmement contagieux, extrêmement, qui est plus nocif aussi, plus nuisible, et s'est développé à une vitesse foudroyante. Dans le Var, par exemple, 80% des souches virales sont d'origine variant anglais. Ce qui a expliqué cette brusque montée de l'épidémie que n'arrivent pas à juguler les gestes barrières. Donc, isolement, quasi-isolement, et surtout, vaccination. Un discours qui résonne avec celui d'Hubert Falco, le maire de Toulon, président de la métropole TPM, mais également président des maires du Var. Si celui-ci est d'accord pour enjoindre ses habitants à faire un dernier effort, il met un point d'honneur à rappeler l'importance d'accélérer la campagne de vaccination. Essayons de faire ce dernier effort, mais il faut à une condition que cet effort soit doublé par de la vaccination. Il faut vacciner. Et pour cela, il nous faut nous, les maires, on met en place des logistiques. Mais après, il nous faut des doses, il nous faut des vaccins. On nous promet des vaccins. Je crois que si dans ce mois d'avril, on fait encore les efforts supplémentaires, et si on vaccine, on verra enfin, nous l'espérons, espoir, le soleil au bout du tunnel. Voilà. En effet, les doses de vaccins se font rares, mais la demande reste persistante chez les habitants. Au 28 mars dernier, sur les 129 000 injections réalisées, seuls 43 544 ont reçu les 2 doses de vaccin.
Voilà pour les réactions dans le Var. Deux autres réactions à vous montrer dans les Bouches-du-Rhône cette fois-ci. La première, Martine Vassal, la présidente de la métropole marseillaise et présidente du département des Bouches-du-Rhône. Cet effort est immense, mais on ne peut pas transiger avec notre santé, celle de nos proches. Ce reconfinement, c'est le moment pour chacun d'entre nous de faire preuve de solidarité et d'exemplarité pour sortir au plus vite de cette crise historique, a-t-elle réagi sur Twitter. Le même réseau social choisi par le président de la région Sud, Renaud Muselier. Ce nouveau tour de vis doit être le DER des DER. Vaccinons nuit et jour partout pour protéger et rendre possible le retour à la vie. On veut vivre, voilà les priorités de ma région Sud pour les mois à venir, quoi qu'il advienne. Enfin, Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui lui appelle désormais à l'instauration d'un passeport sanitaire. Il l'a dit au micro de Marie Giusto. Je demande un pass. Et je pense que dès lors qu'on disposerait de ce pass, en profitant de cette période de confinement pour accélérer encore plus, et Nice est en avance par rapport au reste de la France sur la campagne de vaccination, nous aurions une immunité plus importante, un pass, ou que ce soit pour ceux qui sont vaccinés, le tampon de vaccination, ou pour ceux qui ne le sont pas encore, un test PCR de moins de 72 heures, ça permet de libérer les restaurants, les théâtres, les cinémas, les musées, l'opéra, la vie qui reprendrait tout simplement avec la garantie que l'immunité que porterait ce pass permettrait de sortir de la crise sanitaire aujourd'hui et d'éviter une crise économique et sociale demain. Dans quelques instants, notre entretien avec Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Avant cela, une réaction, Éric. On a vu le patchwork de réactions. Ce qui est frappant, c'est qu'hier, Christian Estrosi, Hubert Falco demandaient des mesures plus radicales qu'ils n'ont pas eues. Mais ils jouent quand même tous, Martine Vassal y compris, Renaud Muselier, pas la solidarité avec le gouvernement, mais ils appellent tous à la responsabilité et font preuve finalement de résilience face à ce confinement qu'ils espèrent être le dernier. Oui, de toute façon, quand on est élu de la République, qu'on soit maire ou président de conseil départemental ou président de métropole, on ne peut pas évidemment faire autre chose que de souhaiter l'application pure et simple des décisions qui ont été prises par le chef de l'État. Mais sur la question du pass sanitaire, évidemment, on comprend bien la théorie et le côté pratique que met en avant Christian Estrosi, mais il y a quand même un souci. C'est que, encore une fois, j'insiste, le pass sanitaire, ça ne peut tenir que si on a tous la même égalité face à la vaccination. Parce que si les vaccins demeurent rares et si on ne peut pas se faire vacciner, ce sera extrêmement dur, parce que c'est prévu dans la Constitution française, de mettre en place un document qui ne traiterait pas de manière égale tous les citoyens français, et notamment ceux qui n'auraient pas eu accès à la vaccination et qui donc ne pourraient pas avoir de passeport sanitaire. C'est une question juridique de fond, même si on comprend l'utilité d'une telle mesure. Et je pense que c'est pour ça qu'en préambule, Christian Estrosi insiste sur l'accélération de la vaccination, parce que, a priori, selon le calendrier donné hier par Emmanuel Macron, oui, à partir de mi-juin, tout le monde pourra avoir accès à cette vaccination. Et à la fin de l'été, tous ceux qui auront souhaité seraient vaccinés en France. Donc, sauf que la fin de l'été, c'est trop tard pour notre région pour sauver la saison, si on se base effectivement sur ce principe du passeport sanitaire. Je vous le disais, entretien donc avec Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, entretien que nous avons enregistré en milieu d'après-midi. Je vous propose de le découvrir. Bonsoir Éric Ciotti, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de l'application locale des décisions prises hier soir par le président de la République, un mot du débat parlementaire qui a eu lieu ce matin. Le groupe Les Républicains s'est abstenu. Est-ce que vous partagez la position d'une partie de l'opposition qui affirmait que ce débat ne servait pas à grand-chose finalement, ce qui a provoqué la colère d'ailleurs de Jean Castex ? Nous ne sommes pas abstenus, nous n'avons pas pris part au vote, ce qui est différent. Nous avons en effet considéré, comme avec tous les groupes de l'opposition, que ce débat n'était qu'un simulacre. Tout était annoncé hier soir par le président de la République, donc on était là simplement pour enregistrer les décisions venues du sommet, descendant du monarque qui condescendait de demander au Parlement de saluer son audace, son courage,
dans l'espèce aujourd'hui de courtisanerie qui traverse la majorité. Voilà, le Parlement a été méprisé et ce n'est pas le rôle du Parlement que d'approuver ce qui a déjà été décidé par le président de la République. C'est une inversion des rôles. Mais Éric Ciotti, c'est un peu, j'allais dire la règle, le chef de l'État, dans la Constitution qui est la nôtre, surtout dans des périodes comme celle-là, il annonce et il tranche. Il fallait aller vite, peut-être que s'il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale, ça aurait pris trop de temps. Vous pouvez comprendre cet argument aussi. Oui, mais on peut comprendre aussi que ce débat ce matin, du coup, était inutile. Le gouvernement peut engager sa responsabilité, mais là, ce débat n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, tous les groupes l'ont souligné, à part le groupe En Marche. Sur l'application des mesures, on va parler des Alpes-Maritimes qui connaissent déjà le confinement hybride. On y reviendra. L'actualité, c'est la fermeture des écoles. Vous êtes président de la commission des finances au département. Vous gérez les collèges. Il va falloir se réorganiser dès lundi. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne solution? Est-ce qu'il fallait fermer les écoles, les collèges et les lycées? Je crois, et je le dis depuis plusieurs mois, qu'il fallait prendre des mesures beaucoup plus fortes depuis plus longtemps pour endiguer l'avancée du virus. La situation est extraordinairement grave aujourd'hui dans notre pays. Nous avons dénombré hier soir 50 000 cas en France supplémentaires. Les services de réanimation sont sous tension. Ils le sont dans le département des Alpes-Maritimes. Et cette situation, elle n'est pas nouvelle. Nous la connaissons, elle était annoncée par les épidémiologistes, par les plus grands spécialistes, par toutes les modélisations depuis janvier. Depuis janvier, tous les experts, tous les scientifiques alertent, disent au président de la République, attention, au bout d'un moment, il va y avoir une explosion des cas. C'est ce qui avait motivé l'avis du Conseil scientifique qui demandait fin janvier un confinement fort avec la fermeture des écoles. Donc les décisions qui ont été prises hier soir, elles traduisent une décision trop tardive, beaucoup trop tardive. Ce qui a été fait pour les vacances de Pâques pour les élèves aurait dû être fait pour les vacances de février. Si le président de la République n'avait pas procrastiné, s'il n'avait pas attendu pour des raisons essentiellement politiques, s'il n'avait pas méprisé les scientifiques, renvoyé à leur modélisation les médecins avec une forme de mépris, eh bien peut-être qu'aujourd'hui nous serions déjà sortis de la crise. Alors que là, on s'y enfonce de façon extraordinairement grave avec 2 mois de retard. Et je citais ce matin à l'Assemblée nationale un chiffre. Le 29 janvier, quand tout le monde, y compris Jean Castex, y compris le ministre de la Santé, c'était de notoriété publique, lorsque la presse annonçait ce confinement et lorsque les services du Premier ministre travaillaient pour sa mise en œuvre, nous dénombrions déjà 75 000 morts. Hier, notre pays connaissait ce triste bilan de 96 000 morts. C'est-à-dire qu'entre ces deux dates, 21 000 morts nous séparent. Voilà le prix de l'inaction et du manque d'anticipation. C'est extraordinairement grave et le président de la République devra être comptable de ce bilan. Éric. Oui, Éric Ciotti, si vous le permettez, une remarque et une question. La remarque, c'est que vous dites qu'il n'a pas écouté les scientifiques, mais vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, alors peut-être pas vous, mais d'autres disaient il écoute trop les scientifiques et le pouvoir politique est à la solde des scientifiques. Aujourd'hui, c'est un peu l'excès inverse. Ça, c'est juste ma remarque. Ma question. Hier, le président de la République a annoncé de manière assez claire que le confinement mixte que l'on connaît dans les Alpes-Maritimes depuis 2 semaines portait ses fruits. Or, le taux d'incidence, il remonte nettement. Est-ce que cette mesure, est-ce que cette annonce du chef de l'État vous a convaincu? Pas du tout, et la réponse est dans votre question. On voit bien que ce confinement qui n'en est pas un, et qui quelque part a ressemblé à une forme de relâchement par rapport à ce que nous avions avant dans la réalité, eh bien n'est pas efficace, n'est pas suffisamment efficace. Et que non seulement il ne fait pas reculer fortement l'épidémie, mais au contraire qu'il, quelque part, autorise qu'elle continue à augmenter, à se propager. Donc je crains que ce que nous avons vécu dans les Alpes-Maritimes se reproduise dans toute la France désormais, et que ces mesures
D'abord parce qu'elles sont trop tardives, parce qu'elles sont insuffisantes, ne suffisent pas, ne permettent pas d'apporter les vraies réponses. Et de ce fait, je suis extrêmement sceptique, malheureusement, et je le regrette, sur le calendrier de sortie de crise qu'a fixé le président de la République. Selon moi, ce calendrier, une nouvelle fois, est irréaliste, et il est tout autant irréaliste que celui qui nous avait déjà donné début mars, en disant il n'y a plus que 4 semaines d'efforts. Malheureusement, on en est loin, et c'est l'inverse qui se produit. Éric Ciotti, on sait qu'on manque de vaccins, évidemment, et vous êtes parti en croisade pour le vaccin russe, le Sputnik V. Vous dites, ça va trop lentement, mais on ne peut pas aller plus vite que les procédures européennes. L'Agence européenne du médicament regarde ce vaccin russe depuis le 4 mars. Il y a des procédures, il faut les respecter, on ne peut pas aller plus vite. Je crois que ce qui bloque l'arrivée de ce vaccin, ce ne sont pas des procédures sanitaires, c'est un a priori politique et idéologique. Moi, je ne suis pas plus pour le vaccin russe que pour le vaccin chinois ou les vaccins américains. Je suis pour que notre pays bénéficie le plus rapidement possible et le plus massivement possible de doses de vaccins parce que c'est la seule solution. Or, l'Union européenne a failli. Les négociations qui ont été faites depuis 1 an s'avèrent un véritable fiasco. Quand on voit comment les Britanniques sortis de l'Union européenne gèrent la crise, ils ont vacciné aujourd'hui quasiment 1 Anglais sur 2, 1 Britannique sur 2. On est à 46-47%, peut-être 48% sans doute aujourd'hui, de ressortissants de la Grande-Bretagne qui sont vaccinés, qui ont reçu déjà une première dose, contre à peine 11% ou peut-être un peu plus pour la France. C'est-à-dire que les Anglais sont 4 fois plus en avant sur la vaccination. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire feu de tout bois. Il ne faut pas se priver d'acquérir des vaccins hors de cette commande bureaucratique et technocratique où les fonctionnaires européens ont mégoté le prix des vaccins. Et avec un coût budgétaire et économique qui sera 1000 fois supérieur pour les économies de l'Union européenne. Donc, il y a des vaccins qui marchent. Moi, j'ai vu l'étude du Lancet sur le vaccin Sputnik. Il y a des grandes démocraties, des grands pays organisés qui ont déjà validé ce vaccin. On nous disait il y a quelques semaines déjà qu'il était à l'examen de l'autorité sanitaire européenne. Mais depuis, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères français, M. Le Drian, dire que c'était un instrument de propagande de M. Poutine. Donc, derrière ces retards, derrière ces blocages, il y a des considérations idéologiques et par rapport à la situation dramatique que nous vivons, ces considérations idéologiques ou géopolitiques, elles sont insupportables, elles ne sont pas admissibles et personnellement, je ne les admets pas. Une dernière question, très rapidement, Éric Ciotti, sur les élections de juin, 13 et 20 juin prochains, les régionales et les départementales. À ce stade, dit Jean Castex, elles seront maintenues. On comprend bien que c'est une réponse de Normand et que ça peut évoluer. Quelle est votre position, vous, sur la question ? Moi, je souhaite que la démocratie continue à fonctionner. On a déjà beaucoup de privations de liberté dans notre pays qui portent atteinte un peu à notre mode de vie habituel. On ne peut pas mettre sous cloche la démocratie électorale. On ne peut pas confiner les élections. D'autant que le Conseil scientifique, je l'évoquais tout à l'heure dans son avis scientifique de janvier, il a émis cette semaine un avis sur le calendrier électoral. Il a dit très clairement qu'on pouvait tenir les élections. Avec des conditions... Éric Ciotti, le Conseil scientifique, il a surtout renvoyé la balle au pouvoir exécutif en lui disant en creux, puisque vous ne tenez pas compte de nos avis de scientifiques, débrouillez-vous avec vos élections. C'est ça qu'il a dit, le Conseil scientifique. Il a listé, ce qui est intéressant, dans une annexe, tous les pays qui ont organisé les élections. Donc ça veut dire que la quasi-unanimité des pays n'ont pas reporté les élections. Et il a évoqué des protocoles de protection, notamment la vaccination des candidats. Nous demandons aussi que les assesseurs soient vaccinés. Il a évoqué la tenue de bureaux de vote à l'extérieur. Donc il y a des solutions concrètes pour organiser les élections. Mais moi, je souhaite que les élections, naturellement, se tiennent, parce qu'on ne peut pas jouer avec le calendrier électoral indéfiniment. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Je termine là-dessus. Le président de la République nous dit mi-mai, je vais réouvrir des lieux de vie, et je l'espère qu'on puisse le faire. Et donc, si on ouvre des lieux de vie culturels ou des restaurants mi-mai,
pourquoi on ne pourrait pas tenir des élections mi-juin? C'est pas cohérent. Merci beaucoup Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Vous étiez accompagné de Claudia Olivier. Merci. Alors on l'a entendu, entre autres, mais c'est un point commun entre tous les politiques, les associatifs, les professionnels qu'on interroge, la vaccination, accélération de la vaccination. On va peut-être jeter un œil aux chiffres, justement des taux d'incidence, des tensions hospitalières dans la région. Alors les Alpes-Maritimes, toujours par rapport au 18 473, ça recule un peu. Hier on était à 474, mais bon, voilà, c'est peu significatif. Dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, ça explose parce qu'on a gagné 10 points par rapport au dernier pointage, 480. Et le Var, lui, augmente également aussi avec 452 de taux d'incidence. Et la tension hospitalière, elle se stabilise dans le Var par rapport au 18 mars, hein, où une partie des départements étaient passés en confinement, 112%. Vous voyez le chiffre en jaune. Pour le reste, les Bouches-du-Rhône montent lentement, 1% par jour, mais ça monte. Et puis alors, 149% dans les Alpes-Maritimes. La tension hospitalière est toujours au plus haut, mon cher Eric, et on a cru comprendre que c'était le curseur, enfin le point de référence du gouvernement. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'avait dit Gabriel Attal hier. Il avait dit le chiffre qui nous intéresse le plus, c'est la pression hospitalière. Je ferai juste remarquer que la pression hospitalière monte, le taux d'incidence est toujours très élevé dans les Alpes-Maritimes, alors que nous sommes en confinement extérieur, en confinement hybride depuis 2 semaines quand même. Hein. Et je rappelle que le chef de l'État hier a tiré une conclusion en disant ça marche. Ça marche, mais pas vraiment les Alpes-Maritimes. Et comme toujours avec Covid Tracker et Santé Publique France, on a 24 heures de décalage. Hein, donc ce sont les chiffres au 31 mars. Nous aurons demain ceux de ce 1er avril. La vaccination, les pompiers vont y prendre part et pour certains, ils sont en formation. C'est le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône. Reportage à Velot de Valentin Rodriguez. Plus vous prenez de la distance pour piquer, moins le patient a mal. En fait. D'accord. C'est moins douloureux. Un nouveau geste à maîtriser pour les sapeurs-pompiers du département. Ils étaient une vingtaine de volontaires ce mercredi après-midi à être formés à la vaccination. Des sessions de formation composées de 30 minutes de théorie et plus d'1 heure de pratique. Ils passent à tour de rôle, ils refont le geste. Voilà, le but c'est de leur faire comprendre surtout les règles d'hygiène qui sont très importantes sur un geste comme ça. Et ensuite d'être vigilant sur l'acte qu'ils font, hein, de piquer d'une certaine façon. Hein, c'est une intramusculaire un peu particulière. C'est pas dans la fesse, donc on n'aspire pas à voir s'il y a du sang, on ne pince pas la peau comme certaines vaccinations qu'il y avait eu. Donc voilà, on essaye qu'ils acquièrent le geste. Les formations ont été créées il y a une quinzaine de jours pour permettre de compléter les chaînes de vaccination. Pour le moment, près d'une centaine de pompiers ont été formés par le service de santé du SDIS 13. C'est le cas de Hervé qui a démarré ses premières injections cette semaine dans le vaccinodrome de Coudoux. Dans un premier temps, j'ai fait des prélèvements PCR. On va dire, si on peut dire qu'il y a une logique dans la suite, après donner un coup de main au niveau du vaccinodrome à l'ouverture de celui-ci. Et pour pouvoir avoir une continuité et surtout être performant, de venir donner un coup de main à nos camarades infirmiers, infirmières, pour pouvoir essayer d'être un maximum performant, de pouvoir vacciner un maximum de personnes. Quoi. Au plus on sera, au mieux ce sera. Quoi. Comme Hervé, ils sont 6000 sapeurs-pompiers à pouvoir se former à la vaccination dans les Bouches-du-Rhône. Nous avons là à peu près 200 candidats qui vont être formés d'ici une dizaine de jours, mais nous espérons atteindre un objectif de 10% de nos effectifs pour essayer d'atteindre 500 à 600 pompiers formés à l'acte vaccinal. Des pompiers qui devraient être fortement mobilisés ces prochaines semaines. Lors de sa dernière allocution ce mercredi, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un nouveau calendrier vaccinal. La vaccination sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin.
On le répète inlassablement, c'est probablement la clé, la vaccination. Vacciner, mais former. Hein. On se souvient que le colonel du SDIS 13 était venu nous dire qu'une grande campagne de formation des pompiers allait être organisée. C'est le cas. Et ben voilà, c'est en marche et c'est rassurant de voir ce geste de solidarité de la part des soldats du feu. Alors évidemment, on a parlé des parents, des écoliers, des professionnels, des hôteliers. On s'est intéressé aux politiques, à la vaccination, aux formations des pompiers. Mais qu'en pensez-vous, vous, citoyens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est Manon Mujica qui a pris le pouls à Marseille auprès donc des Marseillaises et des Marseillais. Profiter du soleil en extérieur, ce sera toujours possible, sans attestation ni limite de temps, mais uniquement dans un rayon de 10 km autour du domicile. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, les Marseillais interrogés sont plutôt sceptiques. J'aurais plus prôné entre guillemets pour un confinement strict, justement pour pouvoir avoir des résultats efficace et rapide. On ne peut pas appeler ça un confinement si tout le monde est dehors en fait pour moi. 10 km, voilà, je peux aller voir mes amis, à part les commerces qui sont fermés, je peux faire ma vie comme d'habitude en fait. On a plein d'excuses pour sortir, donc je vois pas pourquoi les gens iraient s'enfermer à l'intérieur. Regardez tous les gens qui sont attroupés, il y a strictement zéro contrôle ou autre à Marseille, en particulier dans le centre-ville, le soir ou autre. Donc attestation ou pas attestation, sincèrement, ça ne changera rien. Parmi les mesures de freinage, le maintien du couvre-feu, le recours au télétravail systématique ou encore la fermeture des boutiques jugées non essentielles. Les coiffeurs, cordonniers, fleuristes, chocolatiers, libraires ou encore disquaires sont exemptés, mais pas ce vendeur de jeans. Samedi à 19h, il devra baisser le rideau pour 4 semaines minimum. Résigné, il va continuer de travailler, mais différemment. Fermé au public, mais entrouvert pour le click and collect, pour les gens qui passent des commandes sur Instagram, sur Internet, pour pouvoir leur permettre de venir chercher leurs produits, pour pouvoir expédier les commandes qui ont été passées à distance, pour pouvoir réceptionner les colis. Là, aujourd'hui et demain, l'enjeu, ça va être d'essayer de choper au vol tous les transporteurs pour leur dire qu'on est là, pour pas que les colis repartent, parce que moi, j'ai essentiellement des produits qui viennent de l'étranger. Quand on renvoie mes colis chez mon fabricant, ça me refait des frais de douane, ça me refait des frais de transport et j'ai besoin de ma marchandise. Enfin, si vous aviez prévu de partir ce week-end de Pâques, sachez qu'une consigne de tolérance sera appliquée pour les déplacements entre régions. Et pour aller plus loin sur la partie commerçante de la... Ah, Eric, oui. Oui, je voulais juste faire une petite remarque. Les habitants du Var et des Bouches-du-Rhône vont donc découvrir à leur tour les joies, les affres du confinement extérieur. Mais dans les Alpes-Maritimes, les mares alpins, eux, sont déjà confinés depuis 15 jours. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas de chance, parce que si on additionne les 4 semaines suivantes, les Alpes-Maritimes auront été confinés 6 semaines pour commencer. Vous voyez, 6 semaines. 4 semaines annoncé par le président de la République, plus les 2 semaines qu'ils ont déjà vécues. Et donc, a priori, c'est dans les Alpes-Maritimes où les chiffres devraient être les meilleurs en premier. On verra ça. Je le disais, donc, pour aller plus loin sur la partie commerce, notamment à Marseille, nous sommes avec Marie Bagnoli, qui est vice-présidente de l'UPE 13, Union pour les entreprises, commerçante au centre-ville de Marseille, bijoutière, pour ne pas citer votre profession. Ça sera d'ailleurs ma première question. Vous êtes concerné, vous, par les mesures de fermeture? Est-ce que vous n'êtes pas considéré comme commerce essentiel? Alors nous, on est bonsoir. D'abord, merci de me laisser un peu la parole. D'abord, nous, on est concernés. Déjà, on a fermé un point de vente à Paris il y a déjà 15 jours. Et puis, on a des corners dans les grands magasins qui sont fermés également. Ça fait déjà plusieurs semaines. On s'apprête à travailler autrement dans notre boutique de Marseille, dans laquelle on a un gros atelier de fabrication. Donc, il va falloir déployer une énergie incroyable pour pouvoir fournir le client sous forme de click and collect. C'est vrai que tout le monde se digitalise. C'est vrai qu'on est digitalisé, mais les commerçants, en règle générale, auront besoin de beaucoup plus d'énergie pour pouvoir arriver à travailler et pour travailler pour, en fin de compte, pouvoir survivre. Ce ne sera pas travailler... pour gagner, ce sera travailler pour ne pas mourir finalement. Plus globalement, c'est quand même un coup dur pour les commerces dits non essentiels, les commerces de centre-ville indépendants que vous connaissez bien. On l'a vécu une première fois dans les Alpes-Maritimes il y a une semaine et on voit que c'est compliqué, que c'est peut-être même la goutte de trop pour certains. Alors, c'est la goutte de trop et comme une jeune femme l'a très bien dit dans le reportage juste avant que je passe,
c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte. En fait, on ne peut pas appeler ça un confinement. La seule différence, si vous voulez, rien ne ressemble au confinement. La seule chose qu'il y a de commun, c'est que les commerces sont fermés, en fait. Alors, on entend que c'est dur pour les citoyens, mais en fait, les citoyens, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça va être dur pour les enfants, pour les étudiants, tout ce petit monde très jeune qui va être en télétravail. Donc tout ça, ça va être compliqué. Mais après, on peut sortir, on va pouvoir, comme le disait une autre jeune femme avant, on va pouvoir voir des amis. Finalement, un rayon de 10 km, c'est grand. La seule chose qui change drastiquement, c'est la fermeture des commerces. On se demande pourquoi est-ce qu'un commerce, comme on est en train de le voir, une commerçante marseillaise qu'on connaît bien, on ne voit pas comment, dans cette boutique, par exemple, de prêt-à-porter spécialisée pour la femme, on est plus en insécurité sanitaire finalement que à rassembler à plusieurs sur le port de Marseille, dans les parcs, sur les abords des plages ou même dans les grandes surfaces. Il y a vraiment une incompréhension totale des commerces, surtout que, rappelons-le, les petits commerces depuis le départ jouent le jeu. On a fourni des masques, on a fourni du gel, on a mis en place la demande de rendez-vous pour les clients. Donc il y a une incompréhension, il y a une injustice. Évidemment qu'il y a des jauges à respecter dans les commerces, mais qu'on ne comprend pas pourquoi tout le monde est dehors en fait. Et les commerces sont fermés. Voilà. 2 questions pour terminer, une d'Éric Revel et oui, Marie Bagnoli, dans un métier comme le vôtre, celui de la bijouterie, j'imagine que le click and collect, ça marche difficilement parce qu'on a besoin d'essayer sa bague, son collier, son alliance et toutes ces choses-là. Donc on peut pas, il faut qu'on rentre dans la boutique pour acheter. Eh bien, écoutez, détrompez-vous parce que par chance, les diamants font passer beaucoup de mots, beaucoup de morale à zéro et donc on travaille plutôt bien. Le click and collect, il est difficile à mettre en place en règle générale dans des magasins qui sont dits de proximité. Vous avez des enseignes qui sont spécialisées dans le digital, qui sont très très bons en click and collect. Eh bien, pour nous, ça va être une façon de se réinventer, de se pousser à prendre le virage. Donc, c'est un challenge de chaque jour. C'est bien pour nous, c'est bien pour les autres commerçants. Et finalement, c'est ce qui garde une dynamique aussi avec les équipes, les salariés. Il y a une dynamique de vente. Il ne faudra pas perdre de vue qu'après, il faudra réouvrir et qu'il faut rester. Le commerçant, c'est pas une personne assistée. Au départ, c'est un super-héros. Il sait tout faire. Il nettoie son commerce, il vend, il reçoit ses clients, il fait son administratif. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même assez hyperactif. Et finalement, le fait de pouvoir travailler en click and collect nous oblige à garder une dynamique qui est très importante. Une dernière chose, Marie Bagnoli, on est un peu pris par le temps, donc il va falloir qu'on fasse vite, s'il vous plaît. Est-ce que les aides arrivent bien auprès des commerçants marseillais? Est-ce qu'ils les reçoivent? Et est-ce que vous allez être, vous, en tant que vice-présidente de l'UPE, très vigilante à ce qu'ils soient accompagnés pendant cette période de confinement? Alors, nous, on va être très vigilants à ce qu'on soit accompagnés en cette période de confinement. Les aides, elles doivent arriver très vite. Il ne faut pas qu'on ait à attendre non plus le chômage partiel. Tout ça, c'est très, très important. Et l'UPE 13, on va militer là-dessus et on va se préoccuper vraiment de ce qui se passe dans les commerces. Et puis après, on va demander des reports. Le PGE, il doit être remboursé avec plus de temps, avec plus de méthodes. Ça va être cataclysmique. Merci beaucoup Marie Bagnoli pour ces explications en direct ce soir, vice-présidente de l'UPE 13, donc dans les Bouches-du-Rhône et commerçante à Marseille. Merci à vous et à bientôt sur nos antennes. On va faire la bascule immédiatement avec Muriel Mayette-Holz qui est avec nous. Bonsoir Muriel Mayette-Holz, merci d'avoir accepté notre invitation, directrice du Théâtre National de Nice, parce que la petite éclaircie, et vous allez me dire si vous partagez ou pas cette opinion, elle est à mettre à l'actif des annonces sur le monde de la culture qui pourrait rouvrir partiellement à partir de mi-mai. Absolument. Bonsoir à vous tous. On a eu de la part du président de la République l'évocation d'un 15 mai. L'annonce, je dois l'avouer, reste assez abstraite. Mais néanmoins, c'est une toute petite porte ouverte et il faut absolument qu'on l'ouvre en grand, cette porte, et qu'on s'en saisisse.
Et vous y croyez? C'est-à-dire que, est-ce que vous croyez en la promesse d'Emmanuel Macron ou vous attendez de voir pour que l'épreuve des faits, quoi? Alors sincèrement, j'y crois, je m'accroche à cette date et je suis en capacité avec toute mon équipe d'ouvrir le 15 mai dans la plus grande sécurité, même à 30% de la jauge, même, et j'avais écrit à la ministre de la Culture en ce sens, rien que pour une classe d'école, si vous voulez, j'ai une salle de 900 places. Et mon métier, c'est de gérer des flux et de le gérer dans les conditions sanitaires imposées. Donc, à moins qu'on me l'interdise, et je crois que tous les directeurs des CDN actuellement ont la même position que moi, nous ferons tout pour que cette petite porte soit une réalité et pour ouvrir. Ma chère Muriel Mayet-Holtz, on connaît votre ingéniosité, votre dynamisme, le côté innovant. Comment est-ce que vous avez continué d'entretenir la flamme de votre troupe pendant tous ces mois? Qu'est-ce que vous leur dites au quotidien? Comment vous continuez à vous préparer avec passion? Alors en fait, on travaille beaucoup. On travaille dans l'ombre et on monte des spectacles qui n'ont pas encore trouvé leur public. Mais malgré tout, ils sont prêts. C'est-à-dire que demain, même si c'est dehors, même si c'est dans le jardin, sur l'esplanade, nous pouvons donner des spectacles. C'est ce qui nous sauve le moral, je dois dire. Et aussi, et c'est très important de souligner ce point, nous avons enchaîné, par exemple, dans ces 4 derniers mois, 10 000 heures pour les intermittents. Donc en fait, moi, je fais travailler cette économie en bas régime, certes, mais nous sommes au travail. Actuellement, là, je viens de quitter ma répétition d'une trilogie de Goldoni, et si j'ouvre le 15 mai, j'ouvrirai avec cette trilogie. Donc on sent un peu d'enthousiasme et surtout beaucoup d'impatience. On ne comprend pas pourquoi nous sommes fermés, très sincèrement. Nous avons continué ces derniers mois, et ce dernier mois de confinement, puisque Nice est confiné depuis un certain temps déjà, à travailler dans les écoles. Nous allons donner des spectacles dans les gymnases, qui sont beaucoup moins bien équipés que notre salle en termes de protection sanitaire. Alors je suis comme tout le monde, on attend les vaccins, on attend de pouvoir assurer à tout le public une ouverture totale, mais en attendant, avec une ouverture maîtrisée, peut-être plus modeste, nous sommes capables de recevoir du public en toute sécurité. Donc oui, on y croit, on va ouvrir cette porte en grand et il faut absolument que le 15 mai, on ne recule plus. Muriel, comment est-ce que vous expliquez que finalement la culture, qui est pourtant un secteur économique très robuste, même en termes financiers, j'allais dire, comment est-ce que vous expliquez que la culture ait donné le sentiment de ne pas avoir voix au chapitre, d'être un peu l'oublié? Ça tient à quoi? À la place du ministère de la Culture dans les ministères de ce gouvernement? Comment est-ce que vous expliquez que la culture, qui est si essentielle, ait donné l'impression d'être délaissée? Eh bien, je crois que depuis quelques années, malheureusement déjà, et le ministère de la Culture en est la preuve, avec ces changements continuels de ministre de la Culture, je crois qu'on est obligé de constater que la culture n'a pas une place majeure au sein de notre société et qu'on a l'impression que c'est un plus qui est réservé aux moments fastes ou à ceux qui ont le privilège de pouvoir avoir accès à la culture. On a oublié que c'était l'école de la vie. Et aujourd'hui, peut-être que cette crise assurera pour le public... Oui. Non, c'est bon, on vous a retrouvé, on avait perdu l'image, c'est pour ça. Muriel. Donc allez-y, c'est terminé. Et donc, non, mais aujourd'hui, je pense que cette crise, elle va donner conscience à tout le public que ce rendez-vous, il est plus que nécessaire. C'est la base de notre existence. C'est le début de la liberté, ça s'appelle l'émotion, ça s'appelle le partage. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui et qui nous oblige à parler à travers ce Zoom. Rendez-vous le 15 mai, en tout cas on l'espère, dans les lieux culturels de notre pays. Merci beaucoup Muriel Mayet-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice. Merci. Les lieux culturels de notre pays, mais surtout de notre région. On commencera par dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. À très bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation. On va terminer dans une seconde avec l'initiative du jour, un peu de baume au cœur
des enfants hospitalisés, mais puisqu'on parlait de culture, alors, il n'était pas de la région, mais on a tous dansé dans les boîtes de nuit des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var, sur les chansons de Patrick Juvet qui est décédé aujourd'hui en ce 1er avril. 70 ans à Barcelone. Voilà, exactement. Et effectivement, Où sont les femmes ? C'est un titre qui a marqué l'histoire de la musique et qui continue d'être joué un petit peu partout. Je vous le disais, nouveau coup de Cannes. Les coups de Cannes, c'est les coups de ce collectif d'artistes de Nice, Cannes, qui se mobilise au départ pour envisager la sortie de crise justement du milieu culturel, mais d'autres idées ont germé, des happenings, des événements ponctuels. Et en ce jeudi, c'était devant l'hôpital pour enfants Lanval à Nice. Action ! Il s'agit là d'un coup de Cannes. Le Cannes, c'est le collectif des artistes de Nice. Et aujourd'hui, l'équipe de clowns s'affaire entre pitrerie et grimaces pour divertir les enfants de l'hôpital Lanval. Alors en fait, c'est la ronde des clowns qui avait décidé de faire une opération sur la prom pour les enfants de Lanval. Et puis comme on connaît pas mal de clowns qui font partie de cette ronde, on s'est dit que on allait en faire un coup de Cannes. Absolument, c'est un petit cadeau de bonne humeur. C'est 3 fois rien, c'est fait avec le cœur. Et c'est ce qu'on essaye de faire très très régulièrement avec notre collectif des artistes de Nice, de donner du bonheur. Un bonheur diffusé en direct sur les réseaux sociaux, puis dans un second temps dans une version montée pour le replay. Et ça a servi surtout puisque les enfants à Lanval d'habitude voient les choses qui se font sur le trottoir mais n'entendent pas. Et là pour le coup ils ont pu voir et entendre grâce au direct qui a été fait sur la page du Cannes. Alors quand on fait des coups de Cannes, en fait on fait la diffusion effectivement avec une tablette, mais par contre on a toujours 1 à 2 caméras qui filment des images en HD, ce qui nous permet après de remonter en fait le film en HD et de pouvoir le rediffuser en meilleure qualité. L'opération ravit le public du jour mais aussi les artistes. Alors ça fait du bien, ça fait surtout du bien d'entendre les artistes dire « Oh là, j'ai la boule au ventre et tout, on va attaquer le direct dans quelques minutes ». Ça fait longtemps qu'elles et ils n'avaient plus la boule au ventre. Et puis surtout, ça permet de continuer à créer. Voilà, que la création, et Dieu sait qu'à Nice, il y a un terreau de créateurs et de créatrices énormes. Ça fait si longtemps qu'on ne peut plus travailler et on est tellement triste pour les enfants et puis pour nous aussi parce que c'est du plaisir partagé en fait et de la rigolade en bar. 4 coups de Cannes ont déjà eu lieu, 4 autres sont d'ores et déjà prévus en mai. Ouvrez l'œil, ils peuvent survenir n'importe où à Nice. Voilà, n'importe où à Nice, Eric. Bon, on va il faut ouvrir les yeux. On va scruter. On se retrouve demain, c'est la fin de ce grand direct. Merci, comme tous les soirs, à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Greg Favot, Fabrice Justo, Philippe Caudet, sans oublier Stéphanie Mossman. Bonne soirée et à demain donc sur les antennes d'Azur TV.